quelques chiffres pour commencer. Un Français sur 5, aujourd'hui, change d'emploi, de job, dans l'année. Mais en fait, un Français sur 5, c'est-à-dire 20%, c'est assez peu par rapport à l'envie de changer. Quand on demande aux Français, est-ce que vous avez envie de changer de métier cette année, il y en a la moitié qui disent, pas de métier mais d'emploi, il y en a la moitié qui disent qu'ils aimeraient bien changer de boulot dans l'année qui vient. Alors la première question, c'est de savoir un peu ce qui explique une telle évolution dans nos parcours professionnels, cette envie de changement. Les carrières ne sont plus toutes tracées. Est-ce qu'on est des zappeurs maintenant? Stéphanie Soares, vous êtes administratrice de la Mutualité française, vous êtes déléguée à l'animation du mouvement et vous êtes administrative de la Massif Mutualité. Votre analyse du phénomène, ça tient à quoi? Ça tient à une génération, ça tient à l'emploi et le marché de l'emploi qui pousse les gens à vouloir changer de parcours, de métier, de job, ou finalement, eh bien, ça n'est que l'évolution normale de ce que l'on a connu? Alors, il y a un peu tout. C'est vrai que les trajectoires sont moins linéaires qu'elles ne pouvaient l'être. Il y a des choix de carrière, il y a des évolutions de carrière, mais il y a aussi des trajectoires moins linéaires dans les parcours de vie, pas uniquement dans les parcours professionnels. On voit bien les divorces, le développement de la monoparentalité. Tout ça amène à réfléchir à une protection sociale adaptée, à une protection sociale qui évolue également. Et c'est en rapport avec la précarité des femmes, notamment. Exactement. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a des périodes d'emploi, de non-emploi. Alors, non-emploi qui peut être choisi à un moment sur un choix de réorientation professionnelle ou alors subi. Et c'est vrai que l'ensemble de ces éléments amènent à repenser la protection sociale pour qu'elle protège davantage et qu'elle réponde aussi aux enjeux d'allongement de la vie. Est-ce que dans les adhérents des mutuelles dont vous êtes administrateur, vous avez remarqué ce changement de phénomène, enfin ce phénomène de changement de job, d'envie de, eh bien, peut-être ne pas faire le même métier ou ne pas faire le même emploi tout au long de sa vie? Alors après, sur la capacité à analyser est-ce que c'est subi, est-ce que c'est choisi, ça c'est pas toujours évident de le faire en tant que mutuelle. On le constate effectivement, notamment depuis la généralisation de la complémentaire santé et le développement des contrats collectifs, où on voit bien qu'il y a des évolutions, on voit bien qu'il y a des changements de salariés dans les entreprises. Et donc de fait, bien sûr, à ce niveau-là, on peut constater ces évolutions, ces ruptures de parcours. Hein. Je pense qu'on peut utiliser le terme, c'est pas un gros mot, c'est une réalité. Donc ces ruptures de parcours, à la fois professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle de nos adhérents. Alors, je vous rappelle deux choses, que cette table ronde est retransmise sur Public Sénat et que, évidemment, vous pouvez continuer à poser vos questions via l'application. Luc Béril, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA, qui regroupe essentiellement donc, des agents et des employés de la fonction publique. Le cliché, c'est de se dire que dans la fonction publique... Pardon ? Non, il faut actualiser. Hein. L'UNSA ne regroupe pas simplement des salariés de l'agent public. Non, je dis notamment, public. Non, essentiellement. Ah, essentiellement non plus. Plus d'un tiers de nos adhérents sont des salariés de droit privé, mais ça ne change rien à la question que vous allez me poser. Non, effectivement, ça ne change rien. Est-ce que vous constatez ce phénomène-là parmi vos adhérents et comment vous arrivez à l'appréhender ? Alors, je ne vais pas faire de réponse très différente de ma voisine. Il faut parfois quand même s'interroger sur cette volonté de changer de métier lorsque c'est issu aussi d'un mal-être au travail qui reste une réalité malheureusement dans un certain nombre d'entreprises et de lieux de travail. Donc les réponses que nous devons apporter là sont des réponses qui ont été évoquées tout à l'heure dans la précédente table ronde. Il faut travailler en gestion prévisionnelle d'emploi et compétences. Il faut écouter davantage les aspirations de celles et ceux qui font la vie des entreprises ou des services publics. Et il faut qu'ils trouvent dans ce cadre-là des débouchés professionnels, des possibilités d'évolution professionnelle. Mais c'est vrai que quand c'est émis en positif, la volonté d'évoluer et de se perfectionner au niveau professionnel, c'est surtout ça qu'il faut développer. Mais n'oublions pas, c'est le syndicaliste qui parle quand même, que dans un certain nombre d'endroits encore en France, il y a un problème sur la reconnaissance de la place des salariés
dans un processus de production parfois, dans le cadre d'un travail de service, et ça reste une réalité qu'il nous faut affronter. Par contre, sur la question de la protection sociale, parce que je ne vois pas trop le rapport tout de suite entre les deux, mais peut-être qu'on va y arriver. Elle va avoir besoin d'évoluer, cette protection sociale. Elle va avoir besoin d'évoluer, mais pas forcément à partir du constat de volontés qui peuvent être portées effectivement, et plus sans doute au XXIe siècle qu'avant, d'évolution professionnelle. C'est très frappant chez nos adhérentes et adhérents d'ailleurs. Plus ils sont jeunes, et plus lorsqu'on discute avec elles et avec eux, mais ce n'est pas propre aux adhérents de l'UNSA, on voit ça dans tous les milieux professionnels, beaucoup de jeunes, lorsqu'on leur demande ce qu'ils veulent faire, et je rajouterai, y compris en termes d'engagement syndical, mutualiste ou associatif d'ailleurs, ont une conception dans laquelle ils nous disent que ils s'engagent là, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils veulent faire autre chose. Et il y a peut-être une prégnance beaucoup plus de vouloir réussir sa vie à la fois professionnelle, familiale, éventuellement citoyenne, et on ne met pas forcément en balance les uns et les autres. Et ça, c'est beaucoup plus la société du XXIe siècle, et c'est très positif d'ailleurs, que l'individu soit aussi reconnu dans sa capacité à évoluer, à être reconnu, à apporter quelque chose. Et ça dicte forcément des choses pour nous au niveau syndical, mais évidemment au niveau de la mutualité aussi, au niveau de la protection sociale. Vous parlez de l'individu. Est-ce que justement la protection sociale doit aller vers plus de prise en compte individuelle ? J'allais dire. Est-ce qu'il faut que ce soit moins quelque chose de collectif qui s'applique à moi, mais qu'on essaye d'individualiser au maximum cette protection sociale ? Le principe de la protection sociale, c'est qu'on travaille dans du collectif. Mais moi, dans ma bouche, le plus d'individus qui caractérise quand même nos sociétés, mais qui est un long mouvement quand même émancipatif, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est aussi pour la première fois peut-être la reconnaissance de droits qui sont des droits personnels liés à l'être humain. Donc ces avancées, effectivement, c'est ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui sépare l'individu de l'individualisme? Et c'est ça qu'il faut traquer. Mais les réponses collectives que nous devons apporter, nous, sur un plan syndical, mais que nous devons apporter ensemble dans le cadre de la protection sociale avec la mutualité française, ne peuvent pas ignorer ces aspirations et ces attentes de celles et ceux qui sont les citoyens, les salariés, les agents publics du XXIe siècle. Donc comment est-ce qu'on combine cette question des aspirations sans doute nouvelles et plus affirmées et positives, c'est plus de liberté. Le libéralisme, ça peut être un gros mot. Il y a un aspect très positif dans le libéralisme au sens liberté. La liberté, c'est une valeur que nous partageons ensemble. Comment est-ce qu'on combine ces aspirations à plus de reconnaissance et en même temps ce besoin d'y répondre par le biais du collectif? Et c'est sans doute un des grands enjeux qui nous attendent. Comment est-ce que les mutations qui ont été décrites tout à l'heure, comment est-ce qu'elles doivent se traduire en matière de protection sociale, mais surtout comment est-ce qu'elles trouveront une adhésion? Et ça, c'est la question fondamentale qui nous est posée. Comment est-ce que toutes ces évolutions vont être portées ou pas par les millions d'individus dont on parle, mais surtout par les salariés, les agents publics, les citoyens, c'est-à-dire la forme collective avec laquelle on peut avancer. Et cette question de l'adhésion, elle est fondamentale. C'est ce qui fait la réussite ou pas des évolutions. Je pense que le gouvernement serait d'ailleurs parfois bien inspiré d'y réfléchir, surtout dans sa pratique du dialogue social. Mais l'acceptation sociale, c'est fondamental. C'est notre rayon à nous qui travaillons sur du collectif, sans ignorer les aspirations individuelles. Évidemment, il faut qu'il y ait de l'adhésion. Catherine Perret, bonjour, vous êtes la numéro 2 de la CGT. Pour avoir cette adhésion sociale, il va peut-être falloir changer les choses. Hier, ici même, sur cette scène, le président de la République parlait d'un système qui instaure des sécurités personnelles. Est-ce que c'est la façon, selon vous, d'instaurer des sécurités personnelles, d'avoir l'adhésion des citoyens dont parlait Luc Berry à l'instant, et donc d'avoir un système qui fonctionne mieux et qui nous accompagne mieux? Alors, vous savez sans doute que la CGT est pionnière en matière de sécurité sociale professionnelle, puisque depuis plus de 15 ans maintenant, nous portons une proposition justement qu'on a appelée « Nouveau statut du travail salarié », et qui consiste à dire qu'il faut faire des mutations qui sont réelles, mutations du travail liées aux évolutions
technologiques, numériques, y compris écologiques, un atout, et en profiter pour que les salariés puissent justement se projeter tout au long de leur vie professionnelle en ayant l'assurance de pouvoir justement progresser tout au long de leur carrière, changer d'emploi en toute sécurité, assumer des mobilités justement, qu'elles soient choisies. Est-ce que c'est pas antinomique dans la vie qu'on vit aujourd'hui de mettre les évolutions professionnelles et l'évolution telle qu'elle est aujourd'hui avec la prise de risque que ça représente et le fait d'avoir des assurances et des sécurités justement? Bien sûr que non, puisque les mutations économiques et justement elles nécessitent qu'on ait un salariat qui soit de plus en plus qualifié, donc qui soit dans la possibilité justement de progresser en qualification et que c'est un apport économique indéniable. Je pense qu'on a tout intérêt, et d'ailleurs ce sont des orientations internationales qui sont actées, on a intérêt à faire monter en qualification les populations et à faire en sorte... Ça, on est d'accord, mais sur le système de la protection, est-ce que la protection, elle doit être plus individualisée? Est-ce qu'un système, par exemple, à la carte, ce serait une bonne idée? Alors, il n'y a pas de protection sociale s'il n'y a pas de droit collectif, et notamment de garantie collective. Nous, ce qu'on propose dans notre projet sécurité sociale professionnelle, c'est qu'il y ait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on permette à chaque individu de se réaliser dans son travail, de pouvoir envisager de changer, d'être mobile, de se former, de se qualifier, mais dans un cadre de garantie collective. D'ailleurs, on est en train de faire évoluer notre revendication. Je vous disais, on parle de nouveau statut de travail salarié. Aujourd'hui, compte tenu des mutations liées à l'emploi, on va sans doute au prochain congrès de la CGT dans moins d'un an maintenant, parler de nouveau statut du travail, parce qu'on rencontre de plus en plus de jeunes qui n'ont pas de contrat de travail, ceux qu'on appelle, vous savez, les Uber, ceux qui travaillent dans les plateformes, qui viennent au syndicalisme, qui nous expliquent ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en premier, ces jeunes livreurs à vélo, à délivrer où? Vous savez, ils sont en train de s'organiser, y compris de faire entendre leurs droits. Ce que disait François Asselin tout à l'heure. Exact. Ouais, on n'a pas tout à fait les mêmes... chasubles. Non, oui, mais... ils portent des chasubles syndicales, effectivement, mais on n'a pas tout à fait la même vision de ce qu'il faudrait pour cette jeunesse-là. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en premier? Ils nous demandent un droit à la protection sociale. C'est la première chose qu'ils nous demandent. Ils ne nous demandent pas d'emblée un contrat de travail. Ils nous disent on a besoin d'avoir une protection sociale qui nous garantit que si on tombe à vélo, qu'on se casse l'épaule, eh ben on va pouvoir survivre. Et la deuxième chose qu'ils nous demandent, ils nous demandent la possibilité de s'organiser pour bien faire leur travail. Et donc ça passe par la possibilité de recréer du collectif de travail. Et la deuxième chose, ça passe par la reconnaissance qu'ils font bien leur travail. Donc la reconnaissance de leur qualification et de la possibilité de pouvoir évoluer. C'est justement nous ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait une sorte de passeport qui permette de reconnaître que tout au long d'une vie, on acquiert des compétences et des qualifications, que par son expérience professionnelle, on bouge, on change, et que ça ne peut pas être perdu à chaque changement d'emploi, qu'il faut qu'il y ait une progressivité en termes de salaire et de reconnaissance et de mobilité fonctionnelle. C'est ça notre projet à la CGT. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, François Mérel, juste peut-être avant Stéphanie Soares. L'accompagnement, justement, ce besoin de protection sociale et de protection sociale primaire, j'allais dire, pour l'ensemble de ces nouveaux métiers. Je suis livreur à vélo, je tombe, je me casse l'épaule. Comment je fais pour continuer à vivre le temps que je sois en arrêt maladie? Est-ce que là aussi, c'est le rôle des mutuelles, de la mutualité française, de s'impliquer là-dedans et de trouver des solutions? Alors c'est assez drôle, on parle d'évolution des trajectoires professionnelles et quand dans l'échange, on reste très attaché au statut. On parle de livreurs à vélo, on parle de salariés, d'indépendants. Et encore une fois, ça ne concerne pas que les transitions professionnelles, mais aussi l'ensemble des transitions de vie. L'idée du rattachement des droits à la personne plutôt qu'au statut, c'est de partir d'un principe que l'actif, le parent, le retraité, le citoyen ne peuvent pas être saucissonnés, ne peuvent pas être appréhendés comme des entités séparées, mais bien comme des visages d'une seule et même personne. Et donc l'idée du rattachement des droits à l'individu et non au statut, qu'il soit livreur à vélo, qu'il soit indépendant, qu'il soit salarié dans une entreprise privée ou d'une collectivité territoriale, c'est un moment de faciliter les transitions, de limiter les ruptures
pour pouvoir accompagner la personne dans son entièreté. C'est vrai que pour les mutuelles, c'est un sujet important puisqu'on est des compagnons de vie de nos adhérents tout au long de leur vie. On souhaite l'être tout au long de la vie de nos adhérents. Et donc, on doit être en capacité d'accompagner nos adhérents dans l'ensemble et dans l'intégralité de leur parcours, en limitant les ruptures et en facilitant les transitions. Et c'est la raison pour laquelle la mutualité s'intéresse à ces sujets. C'est la raison pour laquelle la mutualité a souhaité mettre en place ces tables rondes, parce qu'on peut être vécu comme n'étant pas très légitime sur le sujet de la protection sociale. Pour autant, la mutualité était pionnière en la matière. Et on n'est pas uniquement une fédération professionnelle, on est aussi et avant tout un mouvement social qui a une vision de la société, une vision du monde, une société qu'elle veut plus juste, moins exclusive, beaucoup plus inclusive, et donc une société qui prenne l'individu non pas par petits morceaux ou par statut, mais bien dans leur entièreté, un individu avec l'ensemble de ses visages, de ses étapes de vie, de son parcours de vie. Et puis on peut changer de statut au cours de sa vie. Luc Omeril, vous êtes le président de la CFE-CGC. Les cadres François Omeril, pardon. Pas grave. Voilà. François Omeril, donc président de la CFE-CGC. Les cadres, c'est un statut. Il faut le remettre en cause. C'est un statut aujourd'hui d'être cadre. Ah, c'est à moi. Bon. Alors, d'abord un mot, la CFE-CGC s'honore bien sûr de représenter au mieux qu'elle le peut les cadres, mais ne représente pas que les cadres, toutes les catégories de l'encadrement, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres. Un mot sur ce qui a été dit en tout début. Excusez-moi, comme Mais je vous en prie. le thème de la table ronde fait que il faut relancer toujours sur des questions. Je vais répondre à votre question sur le statut. Mais on a commencé par la question du fait, vous le disiez vous-même, des personnes qui souhaitent changer, je crois que c'est 50% des personnes à qui on pose la question et qui disent « mais moi demain, j'aimerais bien changer d'emploi, quitter ma boîte ». Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en étonne. En vérité. Ça fait 30 ans qu'on se rine aux gens, qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'attachent parce que demain sera pire qu'aujourd'hui, parce que tout peut arriver, on va tous mourir, etc. L'entreprise, c'est fragile, la compétition économique, etc. C'est la réponse des gens. Un être humain, il a de l'instinct, il a un instinct de conservation. Il se dit, mais si je m'attache à mon entreprise et que demain on me dit, bah, de toute façon, tes quantités négligeables, va donc chercher ailleurs du travail, eh bien, il sait qu'il va beaucoup plus souffrir. Donc, il fait un effort pour ne pas s'attacher. Donc, la vérité aujourd'hui, très concrète, de la relation des salariés avec leur entreprise, c'est qu'ils sont dans cette situation ambiguë de savoir s'il faut s'attacher ou pas. Et pourtant, François Omeril, quand on demande aux Français s'ils aiment les entreprises, globalement, la réponse n'est pas très positive. En revanche, quand on leur demande s'ils aiment leur boîte, globalement, la réponse est extrêmement positive. Et bien sûr. Il y a un très fort taux d'attachement à sa boîte. Bien sûr, bien, ils aiment. Mais par contre, ils savent qu'il y a un risque dans le fait de s'attacher à un emploi, à une entreprise, parce qu'ils savent que, et c'est très très clair, au lieu de travailler sur les moyens de maintenir les compétences dans l'entreprise depuis 20 ans, on a travaillé et renforcé les dispositifs législatifs pour augmenter les moyens de rompre ce lien de façon de plus en plus facile. Donc je pense que ça aussi, c'est une vraie question politique sur laquelle, à un moment, il faudra s'interroger. Deuxième point, sur la question du risque. Moi, ma grand-mère me disait toujours, tu sais François, on n'a pas de bonnes idées quand on a froid aux pieds. Et je pense qu'il faut bien se mettre dans la tête que quelle que soit la structure de l'emploi, les conditions dans lesquelles on l'exerce, quelle que soit la compétence qu'on met en œuvre, il est tout à fait légitime. Et moi, je veux bien accepter le fait que des populations de plus en plus nombreuses auront peut-être le désir d'exercer leur emploi de façon indépendante. Je dis bien indépendante, d'ailleurs vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure, indépendante d'un lien de subordination, mais pas indépendante économiquement, on se comprend bien. Il faut bien avoir des clients, elle est très forte. Voilà. Et donc, on n'est pas créatif si on n'est pas en sécurité pour développer sa créativité. Et on comprend bien, sous cet angle-là, la nécessité absolue que les gens qui vont s'investir personnellement et de façon individuelle dans un environnement économique parfois hostile et qui vont devoir développer leur créativité pour apporter au collectif économique, il faudra qu'ils soient dans des conditions sécurisées. Et c'est le troisième point, vous posiez la question tout à l'heure de l'individualisation. Moi je pense qu'il faut être extraordinairement prudent. Autant l'universalisation, c'est-à-dire la capacité d'un dispositif à offrir une place à chaque personne, quel que soit son statut. Et je terminerai donc sur votre question sur les statuts. Là, on ne peut pas être contre ça. Mais l'universalisation ne veut pas dire
individualisation des droits. Attention, l'individualisation, c'est quasiment le contraire de la solidarité. Le principe de la solidarité, ce qui fonde le modèle social français, ce qui fonde sa force et sa cohérence, c'est le fait justement qu'il organise sur un plan économique la répartition des ressources à travers un dispositif de solidarité intercatégorielle. Vous m'avez posé la question, il y a des gens qui contribuent plus, et c'est normal, je suis là ici pour le dire et pour en témoigner. Il est logique que dans le dispositif de solidarité, des gens qui ont plus de ressources pour le faire, qui ont plus de moyens, qui sont peut-être dans un environnement C'est le fondement même de la solidarité. C'est qu'ils contribuent plus. Et la question, finalement, une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a posé la nécessité que chacun, quel que soit son statut, soit entouré de garanties collectives qui feront qu'il ne porte pas sur lui-même le risque qu'il a d'avoir des soucis de santé, etc., de rencontrer la perte d'emploi ou des choses comme ça. Dès l'instant qu'on aura travaillé et qu'on aura été d'accord sur le principe d'offrir des garanties collectives dans lesquelles chacun peut s'inscrire, la question de savoir comment on organise le flux financier finalement des droits est une question technique. Moi, je m'intéresse au point politique. Le point politique, c'est le principe que chacun, quel que soit son statut, doit pouvoir être garanti dans son activité, eh bien, de pouvoir la développer sans avoir la crainte d'avoir un pépin. Je termine sur un exemple que tout le monde connaît, même si parfois c'est un peu, on va dire, caricatural de le convoquer ici, mais chacun sait que chacun connaît cette histoire aux États-Unis d'un couple de jeunes cadres et la femme est enceinte et tout d'un coup ils apprennent que c'est une grossesse à risque, que dans l'entreprise la mutuelle ne couvre pas ça, ils se retrouvent le soir et ils décident de vendre la maison. Cette histoire est vraie, tout le monde connaît quelqu'un qui a raconté cette histoire. Donc moi je pense que ça, c'est typiquement l'anti-modèle. C'est l'anti-modèle et il faut travailler, puisque c'est le sujet, pour le coup, travaillant. Moi, vous savez, j'ai quand même un peu des doutes sur ceux qui boivent dans la boule de cristal et qui nous prévoient que dans 20 ans, dans 50 ans, pourquoi pas dans 500 ans, on changera 16,12 fois d'emploi par carrière, etc. Vous savez, les choses parfois évoluent. J'observe, c'est François Asselin qui disait que lui, il n'arrive pas à recruter. Donc, il y a quand même une manière un peu de paradoxe là-dedans. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais ce qui me paraît important, pour le coup, et notamment, vous le dites, pour les gens dont on dit qu'ils ont des statuts et que ces statuts, vous avez parlé du statut cadre, moi j'emploie jamais ce terme-là parce que je considère qu'il ne décrit pas la réalité. Moi je suis journaliste, je fais de la caricature, vous savez, il n'y a pas de problème. Ce qu'est un membre de l'encadrement, un cadre dans son entreprise, on ne peut pas tout réduire à un statut, hein, c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est des droits et des devoirs, c'est d'ailleurs l'objet de la négociation. Qui est en cours actuellement, qui est un peu au point mort, il faut bien le dire, mais qui va redémarrer. Et la question, elle est effectivement de rattacher des droits suffisamment pérennes, suffisamment organisés pour que des personnes, en fonction de leurs compétences, de la responsabilité du projet de carrière qu'ils ont, ils puissent se projeter dans leur vie sans avoir à assumer sur leur seule personne tous les risques qu'ils prennent. Tenez, justement, à ce sujet-là, une question de Patrick Julou. Faut-il rattacher les droits aux personnes tout au long du parcours professionnel? Luc Béal. Excellente question. La réponse est assez facile. Oui, tout le sujet, c'est comment. Voilà. Enfin, la question de fond, alors on a tous des appellations diverses, mais enfin, ce qu'on utilise maintenant, en règle générale, c'est la question de la sécurisation des parcours professionnels, c'est ça le sujet. Et dans la sécurisation des parcours professionnels, pour la partie protection sociale en tout cas, ça veut dire forcément évoluer d'une protection sociale qui a été d'abord historiquement construite en relation avec des statuts, avec quand même des options qui étaient des options assez largement organisées autour du travail. Une fois qu'on a raconté toutes les histoires qu'on veut sur la sécurité sociale et surtout sur l'assurance maladie, au point de départ, elle se constitue d'abord sur la question des indemnités journalières. C'est-à-dire comment est-ce qu'on verse une indemnité pour remplacer la rupture momentanée du contrat de travail. Bon, c'est autour de ça qu'on commence. Et puis, heureusement, ça devient un droit universel, on évolue en même temps que la société évolue. Et d'ailleurs, on fait évoluer forcément l'assiette de financement, le mode de gestion, et c'est ces sujets-là qui nous sont posés aujourd'hui. D'autant que on peut toujours spéculer pour savoir la rapidité, la véracité des prévisions qui sont faites. Le propre des prévisions, c'est que en général, elles engagent une fois sur deux, elles se ceux plantent, qui les ça, croient.
et c'est à la fin qu'on se rend compte si elles sont vraies ou pas. Mais ce qui est certain, et ça c'est une donnée du XXIe siècle, les mutations économiques, sociologiques, démographiques, etc., c'est pas franchement très nouveau. Ce qui est très nouveau dans le XXIe siècle, c'est la rapidité avec laquelle les choses se font. Et là, c'est là qu'il y a véritablement un besoin de sécurisation et de production de nouveaux types, effectivement, peut-être de droits et de couverture. On voit comment, par exemple, les questions de formation, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, sont de plus en plus des questions... Ça a toujours été une question décisive. Mais c'est encore plus central qu'à... Encore plus, dans la mesure où il y a une accélération des processus. Donc, oui... rattacher les droits des personnes tout au long du parcours professionnel, à l'évidence, quand ces parcours vont obéir à différents statuts, si on continue à avoir une protection qui est essentiellement organisée autour des statuts, on ne peut pas garantir la pérennité des droits qui peut sécuriser ces parcours. Catherine Perret, faut-il? Luc Beryl dit oui, et il pose une très bonne question, c'est comment? Alors comment on fait? Alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que François disait sur la question de l'égalité et du collectif. Dans notre modèle social, il faut protéger les plus fragiles. Et j'ai envie d'avoir une pensée devant vous aujourd'hui au seul ministre du Travail et également secrétaire général de la CGT de la métallurgie, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a mis en œuvre la sécurité sociale. Et sur quel fondement il l'a fait? Il l'a fait sur à chacun selon ses besoins, cotise selon ses moyens. Et ce principe, il est éminemment important et valable encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui. Il est transposable aujourd'hui. Bien sûr, il est même plus que transposable. Nous portons dans notre campagne revendicative la nécessité d'étendre ce principe à ce qu'on n'a pas pu faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, en matière d'assurance chômage, en matière de logement et en particulier de logement social. Et ça, c'est quelque chose qui est posé aujourd'hui, véritablement. Si on veut réduire les inégalités, si on veut donner à chacun sa chance de s'insérer durablement dans l'emploi et dans la vie, il faut véritablement maintenir ce principe que ceux qui ont les plus gros revenus cotisent pour ceux qui ont le plus de besoins. C'est un principe de solidarité intangible. C'est pourquoi en matière de sécurisation, à la CGT, nous ne parlons pas de sécurisation des parcours, mais nous parlons de sécurisation des personnes pendant leur parcours de vie. Et ça change tout. On s'éloigne du concept de flexibilité et on adhère à un concept de sécurité tout au long de la vie. Et donc, on pense, nous, qu'il faut véritablement que tout au long de la vie, chaque individu puisse avoir du sur-mesure dans un cadre collectif. C'est pourquoi nous sommes très attachés et nous sommes très en colère, d'ailleurs, contre la réforme de la formation professionnelle qui est en train de se mettre en place et discutée à l'Assemblée nationale cette semaine, puisqu'elle casse toute cette dimension collective et ce lien à l'éducation permanente. Nous sommes très attachés à la nécessité de créer notamment un accompagnement collectif autour du travail, autour du bien travailler pour chaque individu. C'était la conception notamment qu'on avait mis en place à la précédente réforme en 2013 du Conseil en évolution professionnelle où chaque individu pouvait se rendre auprès d'un conseiller pour parler de son travail, revendiquer de bien travailler et revendiquer une évolution professionnelle. C'est éminemment important si on veut réussir véritablement une insertion massive des personnes dans l'emploi et y compris dans leur vie plus largement propre. François Merrill, vous partagez ce qui vient d'être dit, c'est le même constat de votre côté, du côté de la CFE-CGC? Oui, moi je l'ai déjà dit, je veux bien le réaffirmer. En plus, moi qui habite en Savoie, évidemment, j'ai beaucoup d'honneur et de plaisir à citer Ambroise Croizat dans ce qu'il a légué à notre modèle social et à ce qui structure aujourd'hui la société de façon extrêmement forte. Peut-être c'est pas inintéressant de revenir sur cette question de droit attaché à la personne. Et je veux repréciser ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous, à la CFE-CGC, on ne croit pas à l'efficacité du droit opposable, du droit individuel opposable. On pense que c'est très bien, c'est très beau,
Mais malheureusement, ça peine à prouver que c'est efficace. À l'exemple, alors je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas le sujet, mais s'agissant de la formation professionnelle, d'une certaine façon, tout le prouve aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans qu'on a mis en place, mis au point des dispositifs de droit individuel à la formation dont on voit bien qu'ils peinent à être efficaces. Pourquoi? Parce que pour les rendre efficaces, il faut qu'ils soient opposés, de fait, dans un cadre collectif dans lequel ils sont portés. Et donc on se retrouve avec une forme de paradoxe finalement, paradoxe ultime dans les dernières dispositions, avec les dernières propositions, mais là encore c'est pas le sujet, où finalement plus on donne de droits aux gens, plus d'une certaine façon on les rend inefficaces dans la façon de les faire se réaliser. Là je reviens sur le champ de la protection sociale. Moi je ne comprends pas, je pense qu'on peut poser de façon politique, comme un principe, le fait qu'à travers les mutations de l'emploi, et quel que soit le statut des individus, et quelles que soient les perturbations qu'ils ont à traverser au cours de leur carrière, quelles que soient les différences de métier, quel que soit l'engagement qu'ils vont décider, qu'ils aient 18 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, eh bien, on peut très bien poser le principe que les conditions dans lesquelles ils s'engagent dans leur carrière, dans leur société, seront couvertes sur le plan du risque. Là, on est sur le risque maladie, sur le risque dépendance, sur tous les risques qu'il y a et qui sont attachés à la personne. On peut très bien poser comme un principe qu'ils seront garantis au même niveau. Alors ça, j'aurais tendance à dire, mais comment dire, on est ici à la réunion de la mutualité, mais j'aurais tendance à dire, à la limite, la sécurité sociale en tant que telle aurait pu être ce système-là si elle avait décidé de croître en termes de prestations et de garanties au même niveau qu'on voyait l'économie croître. On a mis en place en même temps le système de compensation par les mutuelles. Moi, je trouve que c'est un dispositif qui, justement, a rajouté quelque chose de plutôt riche dans le dispositif. C'est que le dispositif mutualiste, en tout cas dans son origine, était un dispositif qui venait coller à une communauté de travail, qui finalement s'identifiait à une entreprise. Moi-même, j'ai connu la mutuelle d'entreprise. Il y a eu une époque où ça existait et où c'était pas si mal que ça, d'une certaine manière. Même si on comprend bien aujourd'hui qu'avec les contraintes réglementaires, dont au passage, celles-ci, on ne peut pas y déroger. Moi, je m'interroge toujours sur le sens à donner quand on m'explique qu'en matière de contrat de travail, il faut déroger à l'infini. Par contre, les contraintes réglementaires, il n'est pas question d'y déroger. Mais bon, peu importe. Rapidement, parce qu'il y a deux autres questions. Oui, alors pardon, oui, très rapidement. Simplement, il me semble que justement, la question, elle est technique. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord, de poser comme un acte fort que le régime, ce qu'on appelle le reste à charge zéro, hein, tous ces principes-là, il doit être posé comme étant une donnée incontournable. Et ensuite, la réponse, elle est forcément technique. Il doit y avoir le moyen, suivant l'activité qu'on développe, d'asseoir les cotisations qui permettront d'alimenter le dispositif sur l'assiette suffisamment bien choisie pour pouvoir justement atteindre le niveau que l'on souhaite en termes de dépenses. Et c'est là qu'on voit que le diable est dans les détails, parce que suffisamment bien choisi, c'est un sacré chantier. J'aimerais qu'on prenne la question de Stéphane Fradet. Les grands défis induits par les mutations du travail exigent-ils de reposer le droit du travail et de la protection sociale encore trop assis sur le modèle du CDI et à temps plein? Luc Béryl, je vous vois que vous faites non de la tête. Je ne pense pas qu'on puisse tracer comme ça une égalité entre les deux. On est dans un monde qui entre bouge. Le CDI et temps plein, peut-être pas, mais la question du CDI, elle est centrale. Non, je ne conteste pas qu'elle soit centrale ou qu'elle soit posée de façon centrale, à tort de mon point de vue. Le contrat de travail à durée indéterminée correspond à la majorité des situations qu'on connaît en France, et puis il y a des contrats à durée déterminée qui, théoriquement, peuvent être parfaitement justifiés par des situations bien identifiées. On peut avoir besoin à un moment donné d'embaucher quelqu'un pour 3 mois de boulot. On ne va pas créer un CDI parce qu'on a un marché précis, on a un besoin précis, et heureusement qu'il y a les CDD qui servent à ça. Tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on a détourné volontairement ou involontairement
des contrats qui correspondent à des situations économiques, professionnelles particulières, de leur utilisation première. Bon. Et de toute façon, concernant, et moi je pense que l'idée de dire adaptons-nous, puisque tout ça va bouger, mieux vaut faire en sorte d'avoir une espèce de contrat de travail qui finalement garantit pas grand-chose, si ce n'est qu'il n'empêchera personne de bouger. Alors individuellement, tout le monde peut bouger individuellement si c'est son souhait. Le sujet, c'est plutôt les mobilités forcées. Bon, j'observe d'ailleurs qu'aujourd'hui, rompre un CDI, c'est quand même à la portée de beaucoup d'entreprises, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en matière de facilitation de la rupture de CDI, on ne cesse de faire des progrès, pas forcément dans le sens que souhaiteraient les organisations syndicales d'ailleurs. Donc le sujet pour nous n'est pas sur le contrat de travail. Le sujet, c'est de faire en sorte qu'autour du contrat de travail, il y a un certain nombre de garanties, de protection qui permettent aux salariés d'équilibrer la relation de travail qu'il entretient avec son employeur. Et si je fais le lien, puisque le lien est fait dans la question, avec la question de la protection sociale, c'est le même sujet. On peut concevoir que quelqu'un qui est un CDD ou qui est un CDI, de toute façon, à l'avenir et d'ores et déjà, il y a ces transformations professionnelles, il y a ces bougées professionnelles. Bon. Et le sujet, c'est de faire en sorte que dans ces bougées professionnelles, les garanties sociales et de protection sociale dont on dispose soient pérennes, de façon à sécuriser ces transferts. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de la SNCF. Je vais dire juste un mot sur la question de l'ouverture du marché ferroviaire. Mais un des sujets qui est posé... Je m'étais dit qu'on n'allait pas en parler, mais allez-y. Non, mais je ne peux pas m'en empêcher, parce que non seulement l'UNSAN n'est pas peuplée que de fonctionnaires, mais elle est un peu peuplée de cheminots aussi de temps en temps. Il doit y en avoir dans la salle, des cheminots, je présume, puisqu'ils ont des mutuelles. Un des sujets posés par l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence, pour les cheminots, c'est aussi la question des garanties sociales qu'on leur apporte. Un cheminot SNCF qui serait éventuellement transféré dans une entreprise privée qui raflerait un marché, conservera-t-il ou non les garanties sociales qu'il a aujourd'hui acquis dans son entreprise, de par le statut et de par aussi un certain nombre d'accords d'entreprise? Comment est-ce qu'on sécurise cette question-là? Bon, donc cette question, elle n'est pas éthérée, elle est extrêmement concrète, elle est très présente là dans le conflit qui est en cours, et on ne s'en sortira pas simplement par la question du contrat de travail. Le contrat de travail aujourd'hui n'est pas un obstacle à la protection sociale. Il faut que la protection sociale s'adapte de façon à garantir des droits qui sécuriseront ces parcours. Et je ne pense pas que c'est en réduisant la nature et la solidité des contrats qu'on s'en sortira dans cette situation. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on sécurise ces évolutions, c'est pas comment est-ce qu'on les fragilise. Catherine Payel, finalement, la question du contrat de travail, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut se poser le sujet si on a envie d'évoluer? Bien sûr que non. D'abord, un premier constat. La grande majorité des travailleurs aujourd'hui sont couverts à la fois par des conventions collectives et travaillent en contrat à durée indéterminée. Le principal problème qui se pose, c'est l'entrée dans la vie active pour les jeunes qui, eux, sont recrutés très majoritairement aujourd'hui en CDD. Donc la norme doit rester le CDI. Et je vais prendre des exemples précis. Pourquoi ça doit rester le CDI? Pas seulement parce que c'est une kantienne idéologique, parce que c'est bon pour l'économie. On a dit tout à l'heure que les salariés, ils aimaient leur entreprise, ils aimaient leur travail et ils avaient envie de bien travailler. Et se pose la question, dans un monde de mutation économique aussi forte qu'on le connaît aujourd'hui, du savoir-faire et de la transmission du savoir-faire. Si on précarise tous les contrats de travail, si on en réfère à un turnover en particulier, tout en azimut dans l'entreprise, où est la conservation des savoir-faire? La CGT en Lorraine est en train de travailler sur un projet très prestigieux autour d'une entreprise qui l'est aussi, qui s'appelle Baccarat. Tout le monde connaît les cristalleries Baccarat. Cristal, ouais. Eh bien, les cristalleries Baccarat sont en train d'être rachetées par des étrangers, des Chinois. Et la situation, elle est telle que l'entreprise Baccarat n'est plus en mesure de faire du verre haut de gamme aujourd'hui parce qu'elle a abandonné à un moment donné le travail en compétences et en montée en compétences de ses ouvriers, et elle n'a plus les maîtres verriers nécessaires pour fabriquer justement ces pièces de prestige. Et elle a fait le choix à un moment donné,
uniquement en termes de rentabilité à court terme, de faire de la production industrielle. Aujourd'hui, elles se rendent compte que c'est une erreur économique. Et donc, on est en train de construire une école de l'excellence pour recréer justement le savoir-faire des ouvriers et faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans l'entreprise de gens très formés qui vont redémarrer la prestigieuse cristalerie Baccarat. Ça, c'est une belle réussite. Et on pourrait en développer à l'envi de ces réussites-là. Les entreprises, elles ont besoin de sécuriser dans l'entreprise leurs salariés, de les faire monter en compétences et en qualifications, parce que c'est bon pour l'économie, et si c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les cotisations, c'est bon pour la protection sociale, c'est au bout du compte bon comme modèle social à faire perdurer. Merci beaucoup François Omeril. Un mot rapide là-dessus, parce qu'il y a une dernière question que je voudrais absolument poser. Non, mais la question, elle a été bien traitée. Hein. Moi, je m'associe tout à fait avec la question de la nécessité pour les entreprises d'avoir des moyens de conserver les compétences en interne. Vous savez, il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, on a perdu la clé du champ de tir, et on sait pourquoi. Donc, non, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas un CDI, on n'est pas un citoyen à part entière. C'est le seul problème. C'est le seul problème. On n'a pas les moyens d'investir dans un logement, on n'a pas les moyens, on n'a pas accès à tout ce que la société peut proposer, c'est tout. Donc si on arrive à régler ça, à mon avis, demain, ce seront les entreprises qui feront du CDI un argument, en disant venez chez moi il y a un CDI. Voilà. Ça va venir vite. Ça veut dire qu'il faut poser la question de tous les gens qui ne sont pas en CDI et obliger la société à s'y adapter. Tout à fait, bien sûr. Dernière question, donc, l'ubérisation touche aussi la protection sociale, c'est une question de Benjamin Laurent. Comment lutter contre l'entrée des acteurs qui créent des assurances pay as you go en santé, en totale contradiction avec les valeurs des vraies mutuelles? Stéphanie Soares, je pense qu'elle est pour vous, celle-là. Formidable. C'est vrai que c'est en contradiction complète, puisque les valeurs de mutualité, c'est la valeur de mutualisation, de solidarité. Et effectivement, c'est de réintroduire une logique de communauté. On parle d'individualisation, mais il y a une vraie nécessité de retisser du lien affinitaire avec nos adhérents, justement pour qu'ils voient toute la différence entre ces assurances pay as you go et les réalités. C'est les assurances à la carte, exactement. pour le dire en français. Hein. Assurance à la carte, ça peut être aussi des assurances comportementales, enfin ça peut reposer sur un certain nombre de choses, mais il y a vraiment une nécessité, je crois que là on a un gros travail à faire, mais de reconquête, et la campagne de communication qui est mise en place par la mutualité française peut être un outil aussi pour reconquérir l'opinion, mettre en avant les valeurs des mutuelles, les logiques de solidarité, les logiques de mutualisation. On ne peut pas avancer, on ne peut pas couvrir correctement une société en étant dans une segmentation exacerbée, en découpant. Si chacun se couvre pour son risque, au final, on sortira complètement de la logique du modèle social qui est le nôtre, qui doit reposer sur une solidarité nationale forte et en mutualité. Au plus on a une assiette qui est large et au plus on a une capacité à mutualiser, effectivement, au plus on peut assurer des risques de manière correcte. Et donc je pense que c'est alors l'interdire, on ne pourra pas forcément l'interdire, mais en tout cas c'est une nécessité de reconquête d'opinion pour nous, une reconquête des adhérents sur les valeurs, sur la différence qui est la nôtre. Ça touche pas seulement l'assurance santé, hein, cette tentation du pay as you go de créer quelque chose comme ça à la carte, de totalement individualisé. Certains disent que ça peut être une solution pour le modèle social très rapidement. J'imagine évidemment que vous allez tous me dire non, mais je vais vous demander de développer un tout petit peu rapidement. Pourquoi c'est évidemment pas la bonne idée à vos yeux? François Omeril, vous avez pris le micro. Allez-y. Et pour conclure. Honnêtement, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens avoir eu, il y a 30 ans, une belle engueulade avec un collègue qui me dit « J'ai fait mes calculs entre ce que je cotise et ce que les assurances me remboursent. Finalement, ça s'équilibre. » Je lui dis « Mais t'as rien compris au film. Le principe de l'assurance maladie, c'est de toujours payer et de jamais avoir besoin de dépenser. » Et le problème, il est là, c'est qu'il y a un authentique paradoxe.
le principe de l'assurance maladie et des mutuelles complémentaires, il est basé sur ce principe-là. Et ce qui est très très inquiétant, effectivement, dans l'apparition, mais c'est un mécanisme qui est à l'œuvre et contre lequel, je crois, il faut se protéger. Hein, un mécanisme dans lequel les valeurs de la mutualité, du mutualisme ne sont pas au centre même de l'intervention économique, je cite personne, et avec le risque de toujours sélectionner le bon risque et le mauvais risque. Enfin, tout le monde connaît ça. Hein, on va assurer le bon risque et puis le mauvais risque, on va le laisser aux autres, en particulier aux mutuelles. Donc, c'est un dispositif qui, d'une certaine manière, est délétère. Et moi, il me semble qu'il faut réagir contre ça, parce qu'au-delà du modèle social, de tout ce qu'on a, je pense, nécessité chacun d'exprimer, il y a une réalité économique d'un modèle qui a ses zones de fragilité. Et si on ne pose pas les bases et les valeurs clés du dispositif, on risque effectivement d'être confronté à un phénomène d'effritement. Et ça, ce sera grave. Catherine Perret ? Alors, je partage complètement ce que vient de dire François, mais je voudrais développer aussi un autre élément, c'est que collectif, solidarité, c'est aussi ce qui fait démocratie. Et donc, encourager la population à trouver des solutions individuelles à court terme complètement indépendantes des autres, c'est mettre à bas tout ce qui a fondé la cohésion sociale de la construction de notre pays. Et il me semble qu'en termes de démocratie, c'est extrêmement dangereux. On a des exemples quand même à nos frontières de ce type de politique qui ont été menées et qui aujourd'hui fragilisent énormément les démocraties. Je pense à l'Italie en particulier. Vous savez tous ce qui se passe en Italie. L'instauration, par exemple, pour une partie de la population, les jeunes en particulier, de ce qu'on avait appelé le voucher protection sociale. C'est-à-dire que le jeune travaillait à la prestation et dans les 10 € qu'il dégageait comme bénéfice, il y avait un forfait pour se payer lui-même sa protection sociale. Cette chose a été d'ailleurs complètement anéantie grâce à l'initiative du syndicalisme européen autour des syndicats italiens, y compris avec l'aide de tous les syndicats français qui sont membres de la CES. Et tant mieux, parce que ça c'est extrêmement dangereux. Mais ce type de politique qui oppose les uns aux autres, ça crée demain du populisme et des risques de montée de nationalisme, et c'est extrêmement dangereux dans notre pays. Donc sur ce point-là aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit dans un pays comme le nôtre. Luc Béryl, un enjeu démocratique, vous n'avez pas 4 heures, vous avez 30 secondes. L'antidote, c'est évidemment les valeurs et les solidarités. Et je trouve que l'outil que la mutualité a mis en place, qu'est-ce qu'une vraie mutuelle ? Et de ce point de vue-là, c'est salutaire. Le problème, c'est qu'on ne convainc pas des valeurs aujourd'hui simplement en annonnant valeur. Donc il faut qu'on revienne sur le fond du sujet. C'est un sujet extrêmement politique. Tu l'évoquais à l'instant, tu as raison. C'est un sujet de fond sur le type de société dont on veut disposer. Ça renvoie beaucoup de sujets aux syndicats, ça renvoie beaucoup de sujets à la mutualité aussi. Réfléchissons aussi aux appels d'offres que font les mutuelles sur tel taux de couverture, tel autre, etc., etc. Réfléchissons ensemble, mais vous êtes en train de le faire, sur, à un moment donné, la nécessité de revenir à des valeurs de solidarité et surtout à les pratiquer, nous toutes et nous tous, qui sommes attachés à ce magnifique projet de société. Stéphanie Soares, pour conclure. Alors j'entends tout à fait, les mutuelles proposent des contrats ou répondent à des appels d'offres. Juste dire qu'on a un système qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui a besoin de travailler sur les transitions. Aujourd'hui, les réponses des pouvoirs publics sont plutôt contradictoires. Autant on a la mise en place de la protection universelle maladie ou de la protection maladie universelle qui est complètement détachée de l'activité professionnelle. Et à côté de ça, on a une généralisation de la complémentaire santé qui est rattachée au statut du salarié, qui est rattachée au statut du salarié du privé. On n'a pas moins de 10 voies d'accès à la complémentaire santé aujourd'hui. Autant de ruptures dans la protection pour les personnes. À chaque fois qu'une personne change de statut, elle est confrontée à une rupture dans sa protection. L'un des éléments, à mon sens, sur la personnalisation des droits sociaux, c'est que ça doit passer également par une remise à plat de l'ensemble de ces aides. C'est d'autant plus nécessaire qu'il y a une telle complexité, une telle segmentation que, 1, ça nuit à la mutualisation, et 2,
la complexité de ces dispositifs les rend très souvent inaccessibles et donc est générateur d'inégalités et de ruptures. Merci beaucoup. Merci mesdames, merci messieurs d'être venus débattre de ce sujet compliqué et délicat aujourd'hui. Je vous laisse regagner la salle.